On est bien vivant, mais on ne sait pas si on est live. En plus ou en moins? On est dans le futur ou dans le passé? C'est bon, je pense que nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de Pole Position, l'émission des juristes et des avocats innovants. Pour ce 6e épisode, nous allons aborder le thème de la formation continue et initiale des juristes et des avocats. Je suis Valère Sed, le directeur marketing de Legal Pilot. Et aujourd'hui, la solution d'automatisation pour vos actes, pour vos documents juridiques, pour vos contrats. Si vous souhaitez nous confier l'automatisation pour obtenir des modèles maison clés en main automatisés pour gagner en productivité et obtenir un retour sur investissement immédiat, vous pouvez nous contacter et on pourra s'occuper de vous pour que vous puissiez vous concentrer, vous, sur votre valeur ajoutée, sur les relations humaines, sur tout ce qui n'est pas automatisable. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir Ambre Nataf, qui est cofondatrice du Juriste de demain, Enki Kebede, qui est donc la directrice de l'ERAGE, l'école des avocats du Grand Est, Stéphane Valère, qui est avocat of counsel chez De Gaulle Florence et Associés. Je vais vous laisser peut-être vous présenter très rapidement, faire un petit mot d'introduction. Ambre, si tu veux démarrer. Avec plaisir. D'abord, merci de nous recevoir, Valère, dans ces superbes locaux. Effectivement, je suis Ambre Nataf et je suis cofondatrice d'une plateforme et d'un organisme de formation à destination des professionnels du droit qui s'appelle le Juriste de demain. Et on forme aux matières les plus innovantes du marché de l'industrie juridique et à toutes les compétences transversales, business, digital et soft. Voilà. Alors moi, c'est Enki Kebede, directrice de l'ERAGE, l'école des avocats du Grand Est située à Strasbourg. Merci vraiment pour l'invitation. Parler de la formation, bon, on vit formation, je vis formation, donc c'est sûr, j'aurai quelques informations à vous donner là-dessus. Merci pour l'invitation. Et donc, Stéphane Valère, qui est aujourd'hui avocat of counsel chez De Gaulle Florence, avocat et notaire, ce qui est assez original sur le marché. J'ai rejoint cette maison après une vingtaine d'années dans une grande usine où on avait beaucoup de gens à former. Et on s'était posé la question de former nos clients. J'ai eu la chance aux États-Unis de vivre la transition digitale et de ne pas trouver sur le marché ce qu'il fallait pour former des collaborateurs et co-créer avec le professeur Defin à Paris 2, Panthéon-Assas, le DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech il y a 7-8 ans. Et puis pas mal travaillé avec Enke et d'autres directeurs d'écoles innovants comme Benoît Dumontet à l'EDAC, sur des programmes qui permettent aux avocats d'être un petit peu mieux équipés, on l'espère en tout cas, pour débuter dans la vie et notamment sur la fiscalité avec un DU avocat conseil fiscal des entreprises opérées par l'UPEC et l'EDAC. L'UPEC, c'est Paris-Est Créteil, où je suis maintenant professeur associé après 5 années passées à Paris 2. Merci à tous les trois, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très contents de vous recevoir tous les trois. On a la chance aujourd'hui d'être donc une nouvelle fois dans l'hôtel particulier, les Clés de Juliette, qui est un hôtel particulier dans le centre de Lyon pour organiser vos événements professionnels. C'est aussi un lieu pour les amoureux, les amoureuses de poésie et de cigares. Donc, si vous êtes sur Lyon et que ce lieu vous intéresse, vous êtes les bienvenus ici aussi. Voilà. On va démarrer donc du coup tout de suite cette émission avec une question un peu. Bon, peut-être on va rentrer directement dans je ne sais pas si c'est la polémique, mais quel est selon vous le rôle aujourd'hui de la fac de droit? Est-ce qu'elle doit enseigner le droit et rien que le droit, ou est-ce qu'elle doit s'aventurer vers d'autres domaines de compétences, notamment donc, ce qu'on appelle les compétences tech, les compétences de gestion de projet, les soft skills? Est-ce que pour vous, ça fait partie du cursus, ça doit faire partie du cursus, ou c'est pas du tout son rôle et c'est une étape après la fac? Quelqu'un d'entre vous peut démarrer sur le sujet? Parce que les deuxième année, je suis bon pour démarrer. J'ai le plaisir d'enseigner la comptabilité générale des entreprises à la faculté de Créteil, donc d'avoir des amphis de 300. Et moi, j'ai des petits amphis dans ces premières années.
Une chose qui est importante, c'est qu'il faut apprendre le droit, hein, ce qu'on vend, quand on soit directeur juridique, juriste d'entreprise, avocat, notaire, tout ce que vous voulez, on vend un tronc commun qui est cette culture de droit. Et il y a une vraie question, c'est comment est-ce qu'on enseigne le droit de qualité, peut-être avec des manières nouvelles, sur des gros contingents d'étudiants pour une somme forfaitaire d'à peu près 250 € par mois. Dans un système où il n'y a pas eu de sélection et où arrive qui arrive, et après, il va falloir à un moment donné dégager les gens qui ont certains talents pour le droit, parce que tout le monde ne peut pas faire du droit, bien le faire. Certains passent dans cette formation de droit, qui est une formation de sciences humaines qui permet de réfléchir, hein, des garçons qui ont quelquefois un petit peu de maturité longue à se mettre en place. Ce sont 3 années d'apprentissage de la vie. Le droit est une matière assez riche, mais ce sont des gens qui sont destinés à partir en école de commerce ou faire autre chose, en tout cas à réfléchir pendant ces 3 années. Malgré tout, il faut à ce moment-là leur apprendre le droit. Et puis, on a réorganisé la fac pour, à la suite de la réforme LMD, avoir 3 années où on va faire justement cette sélection, cet apprentissage, et où ma conviction, c'est qu'il faut poser les bases du syllogisme, il faut donner la rigueur du droit. Ce que j'ai appris à Paris 2 et dont je me souviens encore aujourd'hui à Assas, la 2e année, ce qui est en plus le fond de l'examen du CRFPA pour rentrer dans vos écoles, c'est vrai que c'est tout le droit des obligations. Peut-être qu'on pourrait le faire plus intelligemment en arrivant à mieux faire comprendre que publicistes et civilistes doivent travailler ensemble. Peut-être qu'on pourrait aussi faire découvrir des matières, puisque la fiscalité, qui est mon origine, c'est vrai que vous l'apercevez 6 mois en 3e année, et si vous partez en Erasmus dans certains programmes, vous ne verrez pas la fiscalité alors que ça peut vous passionner. Donc on peut progresser sur ces 3 premières années. Ma conviction, c'est que c'est dédié au droit. Et ensuite, M1, M2, on peut spécialiser, on commence à faire de l'apprentissage, on a des possibilités de césure, là on peut goûter dans la vie, et puis goûter dans la vie, la fac peut vous apprendre la gestion de projet, toutes ces choses-là, c'est très bien, comme les écoles d'avocats par la suite. Mais il y a aussi l'expérience associative, enfin ce qu'on a pu apprendre dans des écoles de commerce pour un coût un peu plus élevé, mais après tout, que l'école de commerce vous file la subvention pour créer votre association et que ça fasse partie de votre parcours pour rentrer dans l'école de commerce. Ou que l'on aime la fac, et moi je l'aime pour ça parce que j'ai pu bosser et financer mes études en travaillant, mais elle vous donne une autonomie et il faut aller chercher vos subventions, et là c'est beaucoup plus intéressant et on est beaucoup plus fier d'avoir créé son association en ayant cherché soi-même ses subventions, un petit peu fait des conneries pour apprendre, mais après, oui, qu'il y ait quelques éléments électifs, mais je ne suis pas sûr que autre chose que le droit, en tout cas dans les 3 premières années, soit une bonne idée. Et après, il faut quand même 2 années pour un peu comprendre certaines spécialités. Il y a plein de choses qui existent à côté, donc la fac, ça laisse du temps. Il faut juste faire des choses à côté. Vous voulez rebondir là-dessus ? Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Effectivement, la fac doit former au syllogisme, au raisonnement juridique, etc., et au droit, forcément. Ça semble une logique. Hein. Et tu as raison aussi de dire que les élèves, enfin les étudiants maturent aussi pendant ce temps-là. Ils ont 18 ans quand ils entrent à la fac. Et donc, il faut aussi le temps de mûrir. Hein. Ça fait partie de ce passage-là. Mais moi, je me pose toujours cette question aussi, est-ce que les facs de droit forment un métier ? Parce que quand je me rends compte, je sais que non, mais je me rends compte, je sais et je le vois. Donc, mais c'est un peu dommage, parce que quand je vois ceux qui vont dans les écoles d'avocats, en réalité, ça doit représenter en gros 10% des étudiants en droit, au mieux, 10% des étudiants. Et je me pose toujours la question, mais que deviennent les autres ? Qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Est-ce qu'on les a formés à un métier ? Et personne ne se pose cette question-là. Et je trouve que la fac de droit, oui, doit former au droit, au syllogisme, je suis d'accord, tout ça, mais par contre, doit aussi, peut-être aussi, moi je considère qu'on a une obligation, quand on est directeur d'une école ou doyen d'une fac, on a cette obligation, on forme des jeunes pour qu'ils puissent travailler. On ne forme pas de futurs chômeurs, on est d'accord. Donc, on doit se poser cette question-là, et je pense la fac doit quand même faire un effort, même si la formation reste la même, de créer cette connexion avec les professionnels. Les professionnels doivent faire un effort aussi d'aller à la fac et dire, nous, dans les cabinets d'avocats, ou en notaire ou en juriste en entreprise, voilà le profil qu'on recherche, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, comment on peut vous aider, etc. Je pense qu'il y a une communication qui manque, et je pense, nous on ne le voit pas parce que je suis à la fac dans une école d'avocats, donc les élèves avocats, je les ai. Mais je me pose toujours cette question, mais que deviennent les autres ? Et encore, on a un quart qui ne sont pas avocats toute leur vie, loin de là. Ce qui est certainement une bonne chose en plus. Hein, mais... Il y a un deuxième point, je pense que la fac, enfin l'enseignement à l'université, c'est pas que la fac de droit, mais globalement, pendant des années, on était dans une industrialisation de la formation.
les 300 personnes dans une salle et on leur donne un cours, etc. Mais je pense que bientôt, j'espère, tout ça va changer avec l'intelligence artificielle, générative, etc. On va aller vers des formations totalement sur mesure, mais sur mesure vraiment par personne. C'est déjà le cas, il y a des expériences qui ont commencé déjà dès la maternelle, etc., dans d'autres pays. Oui, avec la Khan Academy, par exemple, qui est très connue, qui est une plateforme magnifique, qui a intégré maintenant ChatGPT 3, 4, et qui fait une formation vraiment de sur-mesure, de la maternelle jusqu'au bac, quoi, en gros. Et il y a aussi des initiatives en France qui existent. On va demain, quand ces jeunes qui ont connu une formation sur mesure, selon leur expérience vraiment très personnelle, ben, ne pourront pas aller dans un amphi à 300 personnes. Hein. Ça, c'est une évidence. Et cette façon industrielle d'avoir conçu la formation au sens large avait un sens à une époque, et aujourd'hui ne l'a pas. Donc, il faut que les universités, les écoles d'avocats, toute école, s'interrogent de savoir qu'est-ce qu'on fait demain. Qu'est-ce qui fait demain le juriste de demain? Alors, j'adore l'approche d'Anniké, vraiment. Pour revenir à la question initiale, à savoir qu'est-ce que le rôle de la fac de droit, je rejoins l'approche de la fac de droit, son rôle, il est clair, c'est former les futurs professionnels du droit. Donc, des professionnels sur le terrain. Il y a aussi la question pour moi des 3 premières années, qui sont quand même là, avec cette nouvelle sélection en master, etc., qui doivent construire un projet professionnel. Mais est-ce qu'ils ont assez d'informations sur le projet professionnel qui peut leur être proposé? En tout cas, bon, c'est pas si vieux que ça, mais à l'époque où j'étais en études, c'était vraiment dichotomique, c'était juriste, entreprise ou avocat en cabinet. Ou magistrat, c'est vrai. C'était déjà, pour moi, évacué, mais c'est vrai, oui, effectivement. Et en réalité, c'est pas du tout la réalité actuelle, en tout cas. On n'est pas du tout dans cette réalité. Et pour moi, il y a un grand manque d'informations. Alors, effectivement, quand même. Oui, maintenant, il y a l'accès, l'accessibilité. Pas par la fac, et c'est quand même le premier guide. Les parents, la famille, et pas uniquement la fac. Ça dépend de votre parcours. Moi, j'ai été éduquée dans une famille qui n'était pas du tout sensibilisée à cette voie-là. Et donc, l'information, je n'allais pas la trouver à la maison. Et c'est vrai qu'on était beaucoup en attente des informations délivrées par l'université. Et là, pour moi, c'est vraiment se dire, le droit, c'est le champ des possibles. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec un diplôme de droit. Et encore faut-il connaître le champ des possibles. Et pour les questions maintenant, plus vraiment de formation et de matière à proprement parler, évidemment, raisonnement juridique, pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment le nerf, c'est vraiment le centre. Mais par contre, les à côté sont tout aussi importants. C'est comme quand on a la génétique, on a l'épigénétique. La génétique du droit, c'est la technique juridique, le raisonnement, le syllogisme et ainsi de suite, l'histoire du droit. Mais par contre, l'épi, pour moi, est tout aussi important et a une influence considérable sur la pratique du cœur. Et l'épi, c'est la gestion de projet, les compétences business, les softs, beaucoup de soft skills aussi. Et maintenant, et on peut rien y faire, et voilà, ça va pas plaire ou ça va plaire, mais ça changera rien, le digital et l'intelligence artificielle. Oui, après tout est de savoir, est-ce que c'est à la fac de le faire ou pas, je ne suis pas certaine. Parce que la fac peut sensibiliser éventuellement et les professionnels peuvent le faire, mais par contre, non, mais on ne peut pas faire du digital ou du soft skills comme ça en 2 heures ou 1 heure, etc. Ça prend du temps. Voilà, regardez quand même, est-ce que vous savez combien de temps d'enseignement on a à la fac? Dans un M1 ou dans un M2, donc qui est quand même la top classe. On est à 320 heures. Dans une école de commerce ou dans un DGCE, on est à combien d'heures en moyenne annuelle? 1 millier. D'accord? Donc, comment est-ce que vous arrivez à ce moment-là, avec ces 300 heures, sauf à les augmenter, à intégrer tous ces éléments supplémentaires, sachant qu'aujourd'hui, il y a des conséquences sur l'enseignement. Vous parliez de l'histoire du droit. Moi, je trouve que l'histoire du droit, c'est extraordinaire parce que c'est ce qui vous permet, quand c'est bien fait, c'est ce qui vous permet d'apprendre, d'éveiller, si vous n'avez pas les moyens du droit comparé, mais déjà de raisonner par analogie et d'essayer d'imaginer ce que le droit peut devenir. Aujourd'hui, pour dire le droit, la machine fait des choses qui sont de mieux en mieux, ça ne va pas s'arranger. Par contre, l'enjeu, c'est qu'on apprenne aux jeunes à avoir la gymnastique à partir du syllogisme qui va permettre de prédire le droit. Prédire le droit, c'est la socio, c'est ce qui est intéressant, c'est du comportement des foules, c'est du comportement des gouvernements, c'est de la finance publique, c'est de l'économie, c'est tout ça embrassé.
Et c'est pour ça que c'est une matière qui est passionnante. Et l'histoire, si elle est bien décryptée, vous donne un petit peu cette envie. Ben là, même ces heures-là, on a du mal à les caser si on veut arriver à faire un programme qui soit de qualité et qui tienne en fait dans les maquettes et dans les budgets qui vont derrière au sein de l'université. Deuxième chose, le choix des travaux dirigés. Combien est-ce que vous avez de travaux dirigés et combien de matières à travaux dirigés dans un semestre? Vous en avez 2-3 maximum. Or, des apprentissages comme celui du digital, par exemple, ou la gestion de projet, un truc que j'enseigne moi depuis 20 ans, ça prend du temps. C'est-à-dire que la théorie, de toute façon, votre cours, il est imbitable, même si vous le faites bien. La seule chose, c'est que vous l'apprenez par la pratique. Hein, on le fait avec un peu tes étudiants et beaucoup ceux des élèves avocats de l'EDAC. En fait, ils ne comprennent qu'à la 7e séance le cours de la première séance, parce qu'en fait, c'est que la pratique qui apprend. Et on a la chance de travailler avec 42 élèves avocats que l'on a divisés en groupes de 6. Donc, c'est pour vous dire quand même la difficulté par rapport à une cohorte de 1500 minimum. Même si vous êtes au fin fond de la Bretagne, vous aurez 300 étudiants en droit en première année. Mais par contre, il faut changer aussi les méthodologies. C'est-à-dire, c'est sûr que si on fait des classes inversées, si on leur demande de faire une partie en ligne, etc., bah, c'est faisable, hein, c'est faisable. Nous, on fait aussi 300 heures, mais il y a beaucoup d'heures qui font en distance, sur les plateformes. C'est une école professionnelle. Oui, en école professionnelle. On sait qu'on va avoir son boulot derrière. Après, je comprends, et on a eu la discussion, c'est vrai que quand tu apprends aux avocats l'innovation, moi, ça m'impressionne, ça m'inquiète, ça tout ce qu'on veut, ça me révolte qu'on ne comprenne pas l'utilité de l'enseignement de l'innovation, et que l'innovation, comme le commerce d'ailleurs, ça s'apprend. C'est comme le droit, c'est aussi légitime. Et donc ça, j'ai un problème, oui, si au bout de 5 années d'enseignement dans la fac de droit, les gens n'ont pas cette curiosité. Parce que je me demande s'ils ont même la curiosité pour le droit. Ça passe par l'acculturation, et je pense sincèrement qu'il y a un rôle de la fac à jouer dès les premières années, ce rôle d'acculturer. Parce qu'en vrai, ça ne va pas sortir du chapeau à moins de se renseigner via un LinkedIn ou n'importe quel réseau social. Il y a de quoi se renseigner quand même. Oui, c'est vrai. Il y a des forums, il y a des salons. Alors après, il y a de tout. Hein, c'est-à-dire qu'il faut se méfier du marketing, mais c'est le charme du marketing. Hein. Vous êtes je ne crois pas très loin de l'EDEC qui apprend bien les choses, et puis on a quelqu'un dont c'est le pur métier, c'est d'arriver quand même à vendre à des gens qui n'ont pas besoin de votre produit, un produit relativement cher si possible. Bon, pas chez Legal Pilote, parce que les juristes, ils ont vraiment besoin de sincèrement. Mais on est là pour attirer le chaland. Et aujourd'hui, notamment avec la réforme LMD, c'est vrai que vous avez foisonnement d'organisations privées, plus ou moins de qualité, qui sont sur un fromage. Je pense qu'on déborde un peu sur la question suivante, qui était quels sont les défis spécifiques du coup à la formation des avocats en France. Vous commencez déjà à y répondre avec des contraintes budgétaires, des contraintes de temps. Est-ce que vous voyez d'autres grands défis que vous allez devoir surmonter dans les prochaines années? Pour la formation continue, si on parlait de la formation continue, la formation initiale, on en a parlé, les défis, c'est effectivement de préparer les futurs professionnels, mais toute école confondue, hein, les futurs professionnels au monde de demain. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas former pour 2023, c'est pas possible. On est dans une école, on forme des jeunes, ils vont vivre en 2030, ils vont travailler en 2040. Donc, on est obligé de leur donner quand même cette piste. C'est l'intérêt de nos écoles. Et le défi, c'est ça, c'est qu'on a à l'entrée des élèves avocats, enfin, qui sortent de la fac, des étudiants qui n'ont jamais entendu parler ni d'innovation, ni rien du tout, qui ne sont pas du tout intéressés. Eux, ils veulent exercer le métier d'avocat tel qu'ils ont vu dans les séries et les films. Voilà, donc c'est un énorme défi de leur expliquer que non, ça va être un peu différent peut-être, et de leur donner Pour certains. Pour tous. Pour tous. Mais je ne dis pas qu'ils feront du digital, pas du tout, c'est pas ça. Ils vont s'équiper. Il y a un marché aujourd'hui où tous ces droits est proposé. Et on n'est qu'au début, on est vraiment qu'au début. Toute la Legal Tech qui est proposée par la Legal Tech. Et aujourd'hui, il y a déjà des clients qui viennent dans les cabinets d'avocats avec des conclusions rédigées par ChatGPT. C'est des vrais cas que j'ai connus. Donc, face à cette réalité, moi je suis ni pour ni contre, hein, mais face à cette réalité, on ne peut pas faire comme en 1980. Non, je comprends. Alors même, moi je vais monter plus loin parce que je suis plus vieux. Dans les années 70, on avait les avocats et les conseils juridiques qui se regardaient les uns en face des autres
avec toi, tu vas au palais, toi, tu vas pas au palais. Donc, il y a quand même une manière d'exercer qui est très différente. Et c'est ce qui fait que certains sont plus ou moins heureux dans cette profession. C'est-à-dire, suivant la porte que tu ouvres, tu vas être quand même plus ou moins heureux. Et après, moi, j'ai quand même une question, c'est que la difficulté de former dans un tronc commun sur un ressort, donc toi, tu couvres tout le Grand Est, c'est-à-dire aussi bien les avocats d'affaires qui vont travailler à Strasbourg, pas loin du Parlement, et qui vont vraiment avoir une vue business et très contrastée, et puis le gars qui est au fin fond de Ribeauvillé, et qui a de tout, et qui le fait très bien, qui a une utilité sociale, et qui en plus gagne très bien sa vie, et qui est très heureux de faire ça. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive… Et puis, il y a même des juristes d'entreprise, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens qui passent par l'école d'avocat parce qu'on leur a dit que les RH, ils recrutaient que des avocats, et donc, il fallait s'embêter pendant 3 ans pour enfin être juriste, ce qui nous est rêvé. Donc, c'est comment, et c'est peut-être une analogie à regarder avec les études de médecine. Et contrairement à ce que fait le CNB, moi, j'allongerais plutôt que je raccourcirais, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à former un tronc commun de médecins qui vont être généralistes, mais certains vont être cardio, vont être neurologues, cabinet d'affaires, Cléry Gottlieb, De Gaulle-Florence, machin. Non, d'autres vont faire ce métier, mais un peu différemment. De Gaulle-Florence, tiens, parce qu'on fait pas mal d'innovations et tout. Puis, il y en a qui vont avoir envie de rentrer chez eux à Rigvire. Et en fait, c'est comment, à partir de ces parcours, on pourrait peut-être, je sais que le CNB veut pousser les spécialisations, c'est peut-être un marqueur qui pourrait être intéressant, qui serait de dire comment est-ce qu'on pourrait adapter à ce moment-là cette formation avec un petit peu plus d'options, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a quelques parcours qui sont dessinés dans les écoles d'avocats maintenant à faire, machin, mais même dans le droit des affaires, on ne le fait pas de la même manière suivant où on est, non? C'est très difficile, parce que quand l'élève avocat commence sa formation, il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Oui, il a un parcours, oui, il a peut-être fait de la fiscalité, oui, au mieux. C'est déjà très bien, mais il ne sait pas. Et moi, j'ai vu des parcours de publicistes qui sont devenus des pénalistes, etc. C'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses qui changent. Il y a les besoins du marché, le premier recrutement, la première expérience. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, effectivement, tu as raison de dire qu'on accueille des généralistes. On a 100 élèves, 200 élèves, 200 parcours qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et on doit aussi contenter tout le monde. On doit faire de l'expérience élève, nous aussi. Donc, on doit contenter tout le monde. Donc, on fait du généraliste. Mais on essaye de faire en sorte, on ne peut pas changer le fond, mais sur la forme, sur la méthodologie, on change. On fait travailler en groupe, on fait passer à une seule séance, on fait passer plusieurs compétences. Et on raisonne en compétences. Et ça, c'est le changement qu'a fait le CNB, c'est-à-dire que demain, bientôt, à partir de 2024 en tout cas, ou 2025, on va raisonner en termes de compétences. Donc, on s'en fout quel parcours il va faire. Il va faire du pénal dans un petit barreau ou du fiscal dans un grand cabinet parisien. Ce qui est important, c'est qu'il y a une base commune de compétences à avoir. Et c'est le raisonnement. Il faut quand même que tu aies un bloc homogène de qualité technique et que le filtre marche bien au niveau du CRFPA, parce que derrière, en fait, tu vends de l'avocat, enfin, au niveau institutionnel, tu vends une certaine responsabilité, tu vends, voilà, tu as quand même un service qui est derrière. Et là où il y a un truc, moi, qui me gêne toujours, notamment après les 5e années, mais y compris dans les cabinets, c'est pour ça que chez De Gaulle, je suis heureux, c'est qu'on n'a pas de service là, il n'y a pas de spécialité. L'enseignement est fait en fait par spécialité tout au long de la vie, même dans l'école d'avocat. Or, la vraie vie, c'est pas tiens, alors la fiscalité, pénal fiscal. Alors là, non. En tôle, tu es obligé de prendre quelqu'un d'autre. Non, je ne vais pas te laisser mon client depuis 10 ans que je t'accompagne aller en tôle parce que je ne sais pas faire du pénal. Il faut que j'apprenne un peu à le faire parce que, en plus, le fond du raisonnement, il va être fiscal si tu vas en tôle ou pas, même s'il y a de la procédure pénale. Et donc, c'est vrai qu'arrive un certain âge, une fois qu'on a mis tous ces blocs, parce que je pense pour l'apprendre, on est obligé de faire par matière, comment est-ce qu'on peut travailler par problématique? Comment est-ce qu'on peut arriver à montrer que les matières sont imbriquées et qu'en fait, soit vous êtes dans un cabinet d'hyper spécialistes et vous faites partie des 5-10% des gens qui vont être incroyables sur la fiscalité des produits financiers, soit vous faites partie de la majorité des avocats qui apportent un service à leurs clients et le service, il ne s'arrête pas à la limite de leurs compétences actuelles parce que leurs compétences, elles doivent en plus évoluer pendant 40 ans. Et là, il y a une vraie question, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on n'apprend pas à apprendre. Justement, ce qu'on fait à l'école, justement, pour leur montrer qu'il faut qu'ils sortent un peu de leur zone et qu'ils sont capables de réussir quelque chose, pour faire des exercices, on prend des thématiques
a priori, personne n'a fait dans la promotion. Par exemple, on fait un exercice sur le droit des assurances. C'est sûr que dans les promos, il n'y a personne qui a fait un master 2 en droit des assurances. Donc, on prend exprès des matières qu'ils n'ont pas fait. Ils font comme s'ils étaient avocats, donc ils font tout le process du début à la fin. Au début, bien sûr, ils se disent, j'ai jamais fait droit des assurances, ça ne va pas marcher. Je leur dis, mais non, vous savez raisonner, vous êtes juriste, donc vous êtes capable. Et à la fin, ils le font. C'est une question de confiance. En fait. Si l'école doit faire quelque chose, c'est créer cette confiance. Dire, c'est pas parce que j'ai fait un DGCE, j'ai fait que de la fiscalité ou j'ai fait un doctorat en droit pénal, bah, ils se retrouvent tous à égalité devant un exercice, que ce soit en déontologie ou là, on a pris droit des assurances, on aurait pu prendre autre chose, pour se dire, ben oui, j'ai jamais fait droit des assurances et pourtant j'ai réussi à faire quelque chose. Donc demain, en cabinet, je suis capable de le faire. C'est un peu ça. Mais ça relève, merci, pardon. Ça relève d'une compétence, à mon sens, humaine, qui en fait, qui touche à l'agilité, à la flexibilité et à la transversalité, évidemment. Apprendre à apprendre, c'est ça, hein, c'est un peu d'autodidaxie aussi. Bien mené, bien ficelé, mais c'est un peu d'autodidaxie. Et ça s'apprend aussi. C'est des softs, on parle de compétences humaines, mais ce n'est pas forcément parce qu'elles sont humaines qu'elles sont innées. Ça s'acquiert. Absolument. Donc, oui, c'est un ensemble d'expériences. Le apprendre à apprendre. Vous parliez du choix professionnel. C'est vrai que si je compare, alors moi je suis un peu ancien, il y avait à peine Internet, donc c'est vrai que ce que vous trouvez sur les métiers, c'était lié à votre famille, aux rencontres que vous faisiez. Hein. Moi, je voulais être vétérinaire parce que je vivais à la campagne et je trouve que les animaux, c'est vachement plus sympa que les humains parce qu'au moins, vous avez l'impression qu'ils vous sourient quand vous les avez guéris. Donc, c'est assez simple. Alors maintenant, il y a les maîtres et tout ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, moi, les avocats, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment un total hasard parce que je n'ai pas réussi à être vétérinaire et que j'ai erré et un hasard de rencontre. Aujourd'hui, quand même, vous pouvez alors encore plus facilement rencontrer les gens. Vous pouvez quand même vous documenter, lire beaucoup de conneries, mais aussi lire des choses intelligentes. Si vous avez cette démarche de chercher quelque chose qui vous plaît, avec une difficulté qui est qu'est-ce qui vous plaît. Enfin, moi, j'ai fait un certain nombre de séminaires quand j'étais dans ma grande maison où on cherchait 200 personnes, pas forcément avec la marque la plus facile à mettre sur le marché. Comment est-ce qu'on a découvert du monde? En fait, en leur apprenant à réfléchir sur ce dont ils avaient envie. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Les gens, ils étaient à 5 ans d'études, ils étaient dans des formations sélectives, et ils disaient, je veux être avocat. Je dis, ok, d'accord, avocat, mais tu mets quoi dedans? Et notamment dans le avocat, alors il y avait la liberté, tu ne connais pas l'URSSAF, il y avait, je vais gagner du pognon, honnêtement, vaut mieux créer Legal Pilote, ça marche mieux, même si on reste avocat pour le... ensuite, il y avait la stimulation intellectuelle. Oui, ça, c'est vrai que tu es stimulé intellectuellement tous les jours. Ça, on vient de voir qu'on n'a pas la solution, c'est à toi de la trouver. Et puis, à la fin, il y avait les clients. Or, si tu n'as pas de clients, enfin, tu n'as pas de métier, en tout cas dans nos métiers. Le premier truc, il faut aimer les clients, il faut aimer les boîtes, il faut aimer les individus, il faut aimer les enfants qui ont des difficultés, il faut aimer les juges, il faut aimer tout ça. Sinon, on est malheureux. Et donc, est-ce que... enfin, on a mal formé ces gens, mais là, c'est aussi bien les parents, les systèmes, le tout. Si, à 20 ans, même si on est insouciant, on n'est pas capable de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'aime? C'est difficile comme très question. dur. Très dur. Je pose la question, je n'ai pas dit que tu as la réponse. Moi, je n'ai toujours pas la réponse. Hein. Mais je cherche. Donc, parmi les défis, on a donc apprendre à apprendre, savoir éveiller un peu la curiosité, faire en sorte que du coup, ces élèves sachent que toute leur vie, ils vont devoir se former. Moi, j'ai une très mauvaise expérience de l'école, enfin, d'une manière générale. Et c'est une fois que j'étais en poste que je me suis mis à me former, à être curieux, à regarder. Mais je pense que c'était aussi grâce à la fac qui m'avait appris à apprendre, à faire des recherches, qui m'avait donné l'autonomie pour le faire. Et aujourd'hui, je pense que dans mon temps, j'essaie d'avoir 20 ou 30% de ma semaine qui est sur de la formation. Pour me former. Chef juriste de demain, du coup. Pas encore, mais on va en discuter. Je crois qu'on avait des questions. Alors, je rappelle, c'est l'intérêt d'un direct. Vous avez ces super intervenants qui sont ici aujourd'hui et qui sont prêts à répondre à vos questions. Alors, on va prendre, je crois qu'on avait une première question dans le chat. Alors oui, on a une question de Déborah sur le chat sur la question de l'insertion professionnelle. Quel est le meilleur moment pour commencer à préparer l'insertion professionnelle? Il faut commencer tôt. Faut commencer le plus tôt possible. Quand vous allez aux Pays-Bas, vous avez des jeunes de 16 ans qui travaillent dans la restauration, qui font des petits jobs.
et pas uniquement pour leurs vacances, y compris dans l'année, qui découvrent le monde du travail. Et moi, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, et si possible, pas uniquement, surtout si vous voulez devenir avocat, chez des avocats. Le management, par exemple, qui est quand même une tannée pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas été très bon, très bien formé, et si on a fait une école de commerce, on fait la majeure finance, donc management, nada. Honnêtement, chez McDo, tu apprends la Bible du management. Exactement. Alors, ça fait un peu strange quand vous avez l'exercice, panne de courant, et les caisses, à ce moment-là, ne sont plus sécurisées, et là, vous devez vous coller au fond du restaurant et plus bouger jusqu'à ce que le manager… Donc là, on se dit, les Américains sont barges. D'un autre côté, quand vous sautez sur quelque chose, il vaut mieux que tout le monde écoute les ordres. Donc, ça peut avoir ces… On ne fait plus l'armée, donc on ne voit pas ça. Mais quand on est officier, qu'on fait monter à la grenade à plâtre des gens qui vont aller casser la gueule à l'ennemi qui n'existe pas, ben c'est vrai qu'il faut une certaine force de management pour arriver à faire ça. Et ça, on l'apprend dans tout. On l'apprend au cul des chevaux, on l'apprend à donner… Moi, j'ai enseigné le poney à 16 ans. Quand vous avez des gamins de 5 ans et quand vous avez les parents des gamins de 5 ans, je peux vous dire que la vie, vous la prenez comme ça. Donc, c'est toutes les expériences possibles. Et après, avocat, c'est sympa aussi. Mais il ne faut pas faire que ça, il faut voir d'autres choses. Ça, c'est très, très important de le dire aux étudiants, parce que tous les étudiants pensent qu'il faut faire un stage juridique absolument depuis la première année, etc. Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. D'abord, il faut trouver sa voie. Pour trouver sa voie, ce n'est pas les livres. Ça ne sert à rien, les livres. Il faut vraiment… Non, là, pour le coup, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aller se confronter au terrain. Je dis ça parce que j'ai aussi beaucoup d'élèves avocats qui, au bout de 2-3 mois d'école, disent « ben non, c'est pas du tout ça que je veux faire dans ma vie, donc je fais autre chose ». Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage d'avoir fait bac plus 5, 6, etc. et d'arrêter. Donc, ce qui est bien, c'est que si dès la première année de fac de droit, effectivement, ces stages au McDo, pour moi, c'est presque un diplôme en soi, sont valorisés demain au cabinet. Non, ils sont valorisés demain au cabinet. Donc, les cabinets dans le recrutement pour les avocats, par exemple, ils voient ce parcours-là. Donc, avoir fait des vendanges ou travailler chez McDo est valorisé. Oui, de préférence, des points supplémentaires, c'est valorisé. Donc, il faut vraiment dire aux étudiants d'aller faire des stages, des expériences de vie. Il faut faire un maximum, mais le plus tôt possible. Ce que je rajouterais à ce que tu dis, NK, c'est qu'il faut le dire aux étudiants, mais il faut aussi aux recruteurs. Oui, ouais, c'est vrai. Les recruteurs, maintenant, de toute façon, on est dans un contexte particulier, donc ils prendraient, je pense… Dans un contexte de tension en recrutement, quand même, on est encore sur le sur-diplôme, sur-expertise. On demande 400 stages en 3e année, on demande déjà un bon palmarès de stages en cabinet. Si on vous l'offre. Ça a changé. Si on vous l'offre. Allez vérifier entre les annonces qui sont passées, les demandes de certains cabinets, la réalité. Vous savez, c'est comme le mariage, hein. On adorerait être avec le prince charmant, pété de thunes, attentionné, intelligent, machin et tout. Et puis au bout d'un moment, quand on est célibataire à 40 ans, on se dit, bon, finalement, on va un peu moins discuter. Donc il y a ça, hein, méfiez-vous, là je dis aux étudiants, allez voir par vous-même, écoutez pas ce que les grands disent. Et puis les cabinets, ils changent. Quand vous avez, donc il y a 6 ou 7 ans, chez Cleary Gottlieb, aux États-Unis, il y avait un vrai problème de female partner. Et donc, parce qu'ils sont assez visionnaires et ils savaient que demain, de toute façon, même s'ils étaient très bons, on leur demanderait de remplir les cases RSE et d'avoir des equity partners femmes, eh ben, ils ont identifié des jeunes femmes donc, qui étaient en deuxième année, hein, pour en faire des partenaires dans 5-7 ans, enfin, à la vitesse. Alors non, ils les ont prises en deuxième année chez eux parce qu'il fallait les connaître quand même, mais après, je pense qu'ils ont dû financer les études et les amener parce qu'ils avaient en fait à se remettre à niveau. Et en fait, ils les ont mis dans un tracking d'association avec des coachs, ils ont fait un truc super. Et tout d'un coup, être une femme, c'est comme chez Vinci. Hein. Aujourd'hui, une femme ingénieure, ça n'a pas de prix. Donc les modes changent, il ne faut pas écouter les grands. Les grands, en plus, faut les comprendre. Honnêtement, moi, je n'aurais pas eu le temps, Ernst & Young ne m'aurait pas donné cette opportunité de travailler sur la manière de sourcer les gens. Moi, je ne recrutais pas. Je sourçais. Je voulais m'assurer que les gens qui venaient dans cette organisation un peu spéciale, avec une stratégie originale, ni auditeur, ni lawyer, donc on était en train de créer un truc qui n'était pas encore les ALSP ou les choses qui existent sur le marché. Donc, pour bien comprendre ça et pas être malheureux à la machine à café, parce qu'en gros, un collab,
Ça vous coûte de l'argent en frais de formation si vous ne le gardez pas 3 à 5 ans. Faut dire ça aussi, la vraie vie, on forme les gens, en tout cas dans certains cabinets. Ben, en fait, vous êtes obligé de bien choisir et de faire bien choisir aux gens. Et ben, vous êtes obligé d'investir sur des formations. Parce que vos associés, de quoi ils se souviennent? Ils se souviennent de la formation qu'ils ont faite. Et puis, c'est la plus belle parce que c'est celle qu'ils ont faite. Et puis, à leur époque, comme à la mienne, il y avait 2 facs qui s'appelaient Paris 1, Paris 2, et puis les provinciaux. Et puis, les provinciaux, ils ne voulaient pas monter à Paris, ils s'en foutaient. La fac d'Orléans, ça n'existait pas. Il y avait Melun, version de l'époque, c'était Sceaux, mais les gens de Paris 2 regardaient Sceaux. Voilà, la Varenne-Saint-Hilaire, qui est devenue Créteil, tout le monde. Ceux qui étaient s'en souviennent, mais ceux qui n'étaient pas. N'ont jamais pris le RER pour aller voir les trucs là-bas. Donc, il y a ça, hein, le marché, il faut que les jeunes aussi se renseignent et aillent voir dans les cabinets comment ça se passe, les opportunités, parce que les cabinets, ils ont des besoins et ils veulent changer pour certains. Et il y en a qui discutent actuellement. Le handicap, donc, il y a des petites choses dont on s'occupe avec droit comme un H. Il y a 5 ans, on faisait la manche. Aujourd'hui, on est invité, j'ai le cas cette semaine, par un cabinet qui derrière nous a carrément invités dans son intimité sur le débat qu'ils ont en ce moment pour savoir comment ils vont y aller. Et on n'aurait jamais vu ça il y a quelques années. Et les gens, ils ont des vraies questions. Et moi, je respecte ces vraies questions. Et je n'étais pas en train de dire, putain, c'est des cons, comment est-ce qu'ils se posent la question, est-ce qu'il faut y aller? Moi, je dis, c'est extrêmement intéressant et on peut être vraiment extrêmement flatté, on a une vraie responsabilité de les accompagner. Et c'est vrai que moi, si j'ai choisi ça, c'est parce qu'en termes de management, je trouve que c'est un levier extraordinaire. On peut faire du bien du business et être meilleur manager. Après, c'est une responsabilité incroyable. Enfin, quand vous avez en face de votre bureau quelqu'un qui, si sa pathologie se déclenche et pas dans 4 heures à l'hosto, avec vous, le 06 du Toubib sur l'épaule, et que vous devez gérer cette personne normalement, vous n'allez pas l'imposer aux gens. Hein. Il faut qu'ils le choisissent. Et ça, en fait, c'est en train de bouger. On retrouve un peu d'humanité, mais après, quand vous avez 100 000 euros de rétro, vous avez 1900 à 2100 heures de chargeables par devoir. Sinon, le modèle ne tient pas. Donc, il faut aussi que tout le monde soit raisonnable. Hein. Il faut poser un principe de réalité. Et... Voilà, mais toute l'information, elle est disponible si on va un peu la chercher. Il faut aller la chercher. Je crois qu'on avait une seconde question. Sandrine dans le chat avec une remarque très intéressante, mais que je vous résume par sa question, porte sur l'évolution des méthodes pédagogiques. Comment on fait évoluer les méthodes pédagogiques pour apprendre à faire? Comment est-ce qu'on fait évoluer les méthodes pédagogiques pour apprendre différemment? Pour apprendre différemment, ouais. Merci Pierre-Michel. Pierre-Michel derrière la caméra. Alors ça, les méthodes pédagogiques, on ne peut plus enseigner comme avant, hein, ça c'est sûr. Et depuis tout à l'heure, tu dis... Il y a toutes les informations en ligne, etc. On vit dans le monde de l'information. Il y a tellement d'informations qu'on n'en regarde aucun. Ben oui, c'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de l'enseignement en général, mais je parle moi de l'école d'avocats que je connais, c'est comment retenir l'attention pendant 10 minutes d'un élève avocat dans une salle. Ben oui, l'attention, elle dure 10 minutes aujourd'hui. Donc au bout de 10 minutes, il sera sur Instagram, sur Amazon ou autre. C'est une réalité. Je vais dans l'amphi et je regarde ce qu'ils font. Et le cahier des charges qu'on puisse donner à un formateur, c'est il faut être plus attrayant, plus captivant que Twitter ou Instagram ou etc. Donc, mais c'est la réalité. On le vit, nous, on sait comment on est nous. Alors la jeune génération qui arrive, c'est encore différent. On doit être d'abord à l'écoute du public. Donc la génération a changé. C'est pas nous, voilà. C'est pas du tout nous, du tout. Nous, on était assis pendant 4 heures, 5 heures dans l'amphi et pas de droit. Moi, ça me plaisait. Tout à fait. Ça me plaisait, c'était génial. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on est dans ce domaine. Donc on ne peut pas enseigner comme avant. On a dû changer complètement. Moi, j'ai dû faire une formation moi-même en neuropédagogie pour savoir comment on enseigne aujourd'hui. Et donc, le premier défi, c'est capter l'attention. Et les enseignements qu'on retient, quelques informations en tout cas, c'est qu'on apprend mieux quand on fait. Donc, les élèves font. Et c'est pratiquement eux qui enseignent d'ailleurs. Donc, on a complètement inversé la situation. On fait des classes inversées. Donc, et surtout sur des matières comme la déontologie, où on sait qu'ils n'ont jamais rien fait. Voilà, ils sont tous à égalité, ça on sait, on privilégie personne. On leur donne des exercices à faire, des cas, des situations à traiter.
Et ils font tout par groupe. Alors, toute la formation est faite en groupe. Hein. Et là, en groupe, ils doivent résoudre le cas, mais c'est eux qui présentent. Donc, c'est un groupe tiré au sort qui sort et qui explique le cas et qui présente et qui discute après avec les autres. Et l'intervenant, il est là juste pour coacher, diriger, dire bah non, là, vous partez un peu dans tous les sens. Voilà. C'est plus un coach. Donc, il y a des méthodes qui existent, qui sont vraiment, aujourd'hui, on a la chance, hein, vraiment, avec l'évolution des neurosciences, on connaît quand même pas mal d'informations sur comment le cerveau apprend. Donc, ça, c'est déjà un élément. Mais deuxième élément, c'est la réalité du monde digital où on est. Donc, c'est à portée de main. Instagram est à portée de main. Donc, entre la formation sur la déontologie et Instagram, lequel on privilégie? L'étudiant, l'élève, il est dans cette situation-là. Donc, comment on fait pour capter cette attention? C'est toute la question qu'on a. Donc, on essaie de faire le plus participatif possible, qu'il y ait des enjeux. On fait beaucoup de tout en groupe et on doit tout changer, au fait. Là, je vais vous donner juste un exemple de méthode. Mais on fait aussi beaucoup de gestion de projet. Donc, ils gèrent beaucoup de projets, ils travaillent sur 1 mois, 2 mois sur des projets qu'ils présentent. Et c'est eux qui sont mis en avant, en fait. Et moi, je pars du constat qu'il faut être attentif. J'ai passé beaucoup de temps, discuter beaucoup avec les jeunes pour savoir où ils en sont, leur vie, quelle est la priorité pour eux. La priorité d'Instagram, j'ai dû les côtoyer beaucoup pour comprendre. Et à partir de ça, on conçoit les méthodes, on conçoit les supports, on conçoit tout derrière. Aller faire un compte RH et faire des cours. Oui, on devrait. Des panneaux publicitaires sur les profs, tu vois. Oui, on devrait les associer, on devrait leur demander comment voulez-vous apprendre. Il n'y a pas un peu de sélection naturelle, du coup, parce que si l'élève passe son temps sur Instagram plutôt que d'écouter, je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui. C'est aussi une question de motivation, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Et que... Non, pourquoi il va sur Instagram? C'est la question. Il ne va pas tout le temps, en fait. Il y va quand il pense que l'information qu'on lui délivre, il peut le trouver demain sur un livre ou ailleurs, etc. Par contre, si elle a un vrai partage d'expérience, je prends le métier d'avocat, donc quand on a des anciens bâtonniers qui viennent partager leur histoire, ce qui leur est arrivé, etc., là, il sait qu'il ne va pas trouver cette information-là sur Google. Donc là, il est plus attentif. Donc, on s'adapte à ça, en fait. On fait en sorte que tout ce qu'ils peuvent lire, ce qu'on peut trouver dans les ouvrages ou dans Dalloz, ça, ils le font chez eux. Ça, on n'a pas besoin. Donc, l'école doit être le lieu où on doit trouver les informations et l'exercice presque physique de tout ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Et là, c'est une école professionnelle. Oui, là, je parle d'école professionnelle. Mais... On voit avec le programme fiscal. Donc, l'idée, c'est en gros l'ASCOL. Donc, avant que tu puisses visser ta plaque tout seul comme fiscaliste, il faut juste qu'on ait checké que tu as fait à peu près tout pour ne pas mettre les gens en difficulté, tes clients en difficulté, ni toi. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a des fois, vous n'avez pas fait de TVA, pas fait de trucs comme ça. Ce n'est pas à nous de faire un cours. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont avoir un cas pratique en équipe autour de tout ça, qu'ils vont pouvoir s'aider, mais c'est à eux de faire le homework minimum pour mettre les bases, apprendre les bases, refaire le cours qu'ils n'ont pas eu ou se faire filer le cours par quelqu'un. Donc, c'est vrai que quand vous êtes dans un enseignement professionnel, c'est assez facile de dire ça. Ma question, c'est sur les 5 années qui sont avant, et là, il y a plusieurs difficultés. Il y a la manière de faire évoluer l'enseignement en fac, où quand pendant 30 ans, vous avez fait du cours magistral avec des gens qui buvaient vos paroles sans avoir à descendre de votre chaire, sans faire de happenings, comme certains profs à Paris 2 sont capables de le faire et sont autant aimés pour leur talent que pour le spectacle que vous allez voir quand vous allez dans leurs cours, mais il faut un peu aimer ça. Et c'est la technique qui fait la qualité de votre enseignement. Donc, moi, j'ai le souvenir d'un monsieur extraordinaire qui s'appelait le professeur Vasseur, qui enseignait le droit des affaires, qui avait des polycopiés, en fait, qui lisait en cours, qui est une sommité, quelqu'un de très fort. La seule chose, c'est que pédagogiquement, ce n'est pas le meilleur souvenir que j'ai. Mais il a sa place et il a enseigné très, très tardivement parce que c'est un nom dans l'espace universitaire par la qualité des publications qu'il a pu donner. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fait évoluer les gens. Une leçon d'agrègue, c'est plus de la technique que de la qualité pédagogique. D'un autre côté, c'est pour ça qu'on a les bons juristes. Donc ça, c'est la question, c'est quand vous travaillez avec des Américains, les Américains, en fait, ils disent « j'adorerais avoir des étudiants français ». Et nous, on dit « on adorerait avoir des étudiants américains qui sont ouverts », sauf que si on savait ce qu'ils ont dans le ciboulot, c'est un peu compliqué. La mixture des deux, apprendre à faire travailler les deux ensemble, c'est vrai que ce serait génial. Faire tendre le budget de l'université, pas forcément vers les universités américaines, mais en tout cas l'améliorer
Si on en fait quelque chose de bien de cet argent, ça peut être une idée, parce que, troisième chose, c'est que si vous voulez faire venir des professionnels, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que la professionnalisation de l'enseignement et le temps qu'on doit y passer pour apprendre le gaming et ces choses-là. Soit vous êtes dans une organisation. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec des consultants, d'apprendre les Lego à l'époque où c'était pas à la mode, avec des consultants qui faisaient de la gestion de projet, l'imagination, d'avoir un labo chez Ernst sur l'innovation, de fréquenter tout ça. Et c'était Open Bar, Royal au Bar, c'était vraiment génial. Mais si vous n'avez pas eu cette chance-là, quand vous allez enseigner, soit vous vous faites plaisir, vous prenez des dossiers que vous avez au cabinet, vous les anonymisez et hop, votre TD, il est prêt. On va vous montrer la vraie vie. Ça, c'était avant. Ou alors, vous allez recruter. Vous avez besoin de faire du charme pour avoir des gens. Là, en fait, il faut que ça vous fasse plaisir, c'est important. Un peu votre ego, allez, ça ne fait pas de mal. Que vous ayez le matos à la maison, mais en plus, que vous soyez un pédagogue. Et la pédagogie, ça s'apprend. Avant, en fait, les gamins, ils subissaient n'importe quoi, c'était super. Nous, on écoutait et puis on ne disait rien. Et là, aujourd'hui, en fait, les gamins, ils sont capables de tout vous dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi tout leur dire. Enfin, il ne faut pas qu'ils vous filment. C'est ce que tu voulais. J'imagine que la question, elle était vraiment ciblée formation initiale, je pense. Il y a deux choses. Il y a les méthodes pédagogiques et il y a les moyens pédagogiques. Méthode pédagogique, je rejoins ce qui a été dit. Méthode pédagogique, on est sur quelque chose d'un peu plus inversé. On est sur, on va miser un peu plus sur le travail collaboratif, travail d'équipe, le learning by doing, effectivement, donc vraiment axé pratique. Mais je reviens à mes sujets. La pratique, c'est bien, mais la pratique sans y accoler l'innovation, la digitalisation et les nouveaux outils, etc., quelle valeur ajoutée. Et ensuite, il y a les moyens pédagogiques. Effectivement, il y a des nouveautés. Hein. Il y a le gaming. En juridique, je ne sais pas trop à quoi ça peut ressembler, mais ça se réfléchit. Avec plaisir. Avec plaisir. On a fait du gaming. Il faudrait qu'on la refasse d'ailleurs à l'érage. Et c'était génial. On a fait du Lego, on a fait des lapins crétins, on a fait. Mais après, c'est vrai que peut-être que je n'ai pas un amour du droit suffisant pour me prosterner tous les jours devant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit qu'on utilise. Quoi. Donc, plus on range les choses abordables, le contrat à 80%, j'adore les NDA, vous savez, les papiers qu'on fait signer, machin et tout. Moi, j'ai jamais vu un contentieux de NDA et tout. On fout un fric là-dessus. Moi, il y a des fois, je me demande à quoi ça sert, parce que j'ai jamais vu de contentieux. Mais c'est pas grave, ça fait vivre le système, ça fait des stagiaires, on peut faire des legal tech avec, c'est parfait. Mais sur le fond, moi, trouvez-moi un truc merder avec un NDA et puis après, on discute. Donc, c'est ça. L'enjeu, c'est ça, c'est d'attirer l'attention, c'est de capter le public. Et puis, il y a effectivement cette relation inversée qui est que on vit une période où c'est plus le consommateur. Quand je dis le consommateur, là, c'est l'apprenant. C'est plus le consommateur qui doit s'adapter à ce qu'on lui propose. Maintenant, c'est à nous de nous adapter au consommateur. Ça, c'est vraiment, pour moi, il faut quand même, dans certaines institutions, il faut quand même encore marquer un peu d'autorité parce qu'il faut aussi faire confiance à ceux qui nous apprennent. Mais ça va dépendre d'un sujet qui me semble essentiel et que vous avez déjà dit, c'est le formateur, enfin l'intervenant, le professeur, qui doit montrer beaucoup de générosité. Donc, la formation académique, elle est à mon sens, plus envisageable, bien que techniquement, elle soit à forte valeur ajoutée. Mais la méthode, elle n'est pas là. Ouais. Donc, c'est pour moi, c'est ça le ciment de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, c'est la générosité de l'intervenant. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très manquant, pardonnez-moi encore, mais qui est très manquant à la fac, c'est les interventions professionnelles. Il n'y en a pas beaucoup. Absolument. Mais je ne parle même pas de formation, mais ne serait-ce une rencontre. Une rencontre et déjà, c'est précieux. Ouais. Et de dire, je reviens sur la première question qui a été posée tout à l'heure, c'est pour l'insertion professionnelle. Mais en réalité, je dis moi toujours aux élèves, même aux élèves avocats, alors qu'ils auraient pu le faire dès la fac, c'est aller vivre une journée de l'avocat pénaliste, une journée de l'avocat en droit de la famille, une journée en droit fiscal, et juste une journée, 24 heures. 24 heures, ça peut se négocier quand même. Ça peut se négocier, ouais. Pour les jeunes en situation de handicap, le 26 novembre. À 8 heures, on se projette. Et ça déjà, avant de parler d'insertion professionnelle, il faut déjà se chercher soi-même et dire qu'est-ce que je veux faire. Commencez par ça d'abord, pas le CV. Avant le CV,
C'est vous le plus important. Parce que j'ai vu tellement de gens qui sont partis dans des parcours, ils ont suivi comme ça, et c'était des erreurs. Donc d'abord, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux? Partez toujours de vos passions. Partez de ses passions. C'est vraiment le service gagnant. Oui, oui. Donc, je crois qu'on s'est tous écoutés là, du coup. Oui, mais vraiment, il faut partir de ses passions. Non. Je me suis pas du tout écouté au début. Non, pas au début, non, pas au début. Non. J'ai fini par m'écouter parce que j'ai quand même fait 7 ans de droit, une formation de développeur web, 3 ans de développeur web. Et aujourd'hui, je fais du marketing. Donc, je fais plus de droit, je fais plus de développement web. Ouais. Mais après, sans ces expériences passées, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ça fait qui je suis et mes compétences d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi extrêmement important. Là, le droit mène le doigt sur un point. Les Américains, alors, à part dans le droit, en tout cas dans le reste, notamment dans les sociétés américaines, on a vraiment un truc à apprendre, c'est que les gens, au bout de 5 ans, sont d'abord des managers qui sont capables de faire plein de trucs. Et nous, on a quand même une tendance, y compris dans les boîtes, à part 2-3 des L'Oréal ou des gens comme ça, à étiqueter les gens sur la technique et pas avoir des gens comme vous qui vont en fait évoluer avec différents savoirs et qui, du coup, vont pouvoir être le pont de connaissances avec des métiers qu'ils ont, entre guillemets, quittés. Et en étant prêt à apprendre un métier suffisant. Et ce que je trouve dommage, alors, moi, chez De Gaulle, on a la chance, justement, avec cette absence de service line, de pouvoir avoir plusieurs vies et de pouvoir, parce qu'on est obligé de travailler avec des gens différents, être obligé à, bien entendu, être excellent sur sa matière, mais évoluer sur d'autres. Et dans le droit, ce n'est pas forcément naturel, parce que vous arrivez dans votre ligne de service, et puis vous êtes dedans, et puis vous ne bouffez que ça, et vous ne pouvez pas déborder. Ou alors vous êtes dans un petit cabinet où on fait tout et tout. Et la France, en fait, a cette vue très technique et pas forcément en vue potentielle d'évolution très, très soft skills et de capacité à absorber. Alors, je ne dis pas que demain, on peut faire des fusées, lancer des avions. Hein. Là-dessus, les ingénieurs, ils sont supérieurs aux juristes, il n'y a aucun problème. Je préfère. D'un autre côté, ben, c'est vrai, là, on va avec les frais à la rentrée sortir la maquette du premier M1, M2 en apprentissage legal engineer. Donc, on va faire des comme vous, sauf qu'on va essayer de leur faire faire pendant 2 ans pour qu'ils arrivent à choisir ce qui leur plaît. Mais moi, mon rêve derrière, c'est que ça fasse des gens dans les cabinets d'avocats et qui ne seront pas que LegalOps, pas des gens qui viennent ici pour faire les tuyaux, qui font chier tout le monde, mais des gens qui vont participer autant qu'un autre avocat au développement du cabinet, même chose dans une direction juridique, et puis pourquoi pas dans une direction commerciale chez Legal Pilote. Ça va être, en fait, il n'y a même pas besoin de le dire, tout le monde va devoir faire ça. On ne pourra pas, à l'avenir, on ne peut pas faire que du droit. Donc, il faudra ajouter quelque chose de toute façon. Si, il y aura toujours 5% de la population qui pourra faire que du droit. Oui, non, mais ça sera toujours mieux. Hier, on était dans le jury, il y avait des étudiants, justement du DU, qui avaient, pour un exercice en tout cas, créé un site internet. On ne les aurait pas mis face à cette situation, jamais j'aurais eu l'idée de dire tiens, je vais créer moi-même un site internet. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, c'est faisable. La tête au départ n'était pas forcément enthousiaste. Et quand ils ont eu le timing, ils ont dit c'est impossible. Oui. Et c'est parce qu'on l'a déjà fait avant qu'on sait que c'est possible. Hein. Il y a aussi ça, c'est qu'il faut qu'on ait eu la fantaisie de faire ça. Enfin, tu connais beaucoup de gens qui ont créé des sites internet, toi? Moi, j'oblige un petit peu à faire, mais bon, je suis un peu dictatoriale, je l'admets. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils deviennent de plus en plus accessibles. simples. Aujourd'hui, moi, c'est Empower, ça donne aux gens la possibilité de faire un site, de faire du marketing. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre un week-end et aller demain, quel que soit le travail qu'on fait, dire, bah voilà, moi, je peux aussi créer votre site internet, c'est quand même un atout génial. Et ça, je ne demande pas être médecin et avocat en même temps. Mais d'avoir ces quelques compétences-là, c'est quand même utile. Surtout, alors pour la question, hein, ça a été de faire le site pour le DU, avocat conseil fiscal, pour rameuter des talents et avoir plus d'offres d'emploi. Donc, il y a le truc, j'ai appris Wix en express pour trouver les photos et tout, parce que ça, ils adorent. Comme quand vous leur dites de créer un cabinet, ah ouais, le logo, la plaquette, comme si une plaquette, ça faisait vendre. Donc, on fait la plaquette. Mais sauf qu'après, une fois que tu veux remplir le site web, qu'est-ce que je vais raconter comme connerie? Ah ben, ça dépend du positionnement, ça dépend. Et du coup, ils t'ont redéroulé. Oui, alors la méthodologie design thinking dit que, et voilà, on allait chercher nos personas et machin. Et en fait, le site web, qui est le truc qui sort
et sur lequel ils sont obligés, qui les attire un peu quand même, avec le logo. Ben, s'ils veulent que ce ne soit pas une bouse, ils sont obligés de se faire le positionnement marketing, ils sont obligés de se faire tous les trucs qui les emmerdent à la base. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est que moi, j'ai une grande chance avec toi ou avec Benoît Dumontet, c'est que j'ai la bride sur le cou, que je dors peu la nuit, donc je peux faire mon boulot le jour et faire ce genre de trucs la nuit, mais ça demande aussi avoir fait des conneries, avoir pu déjà enseigner ou avoir une passion pour cela, et d'être obligé dans son métier, d'être dans une position où on forme des gens et on a un certain volume de gens. Et c'est vrai que sur le marché du droit, ben, il y a peu de gens qui ont cette chance d'être confrontés en fait à ce type de choses, puisque on est un peu dans un métier artisanal, on est un peu dans le compagnonnage, où en fait on transmet le geste que l'on a observé. Et autant dans la menuiserie, c'est hyper important de savoir raboter dans le bon sens, autant aujourd'hui, c'est vrai que la manière de plaider et ce qui nous attend demain, y compris en pénal, après la réforme, qui est tout à fait logique, qui économiquement est tout à fait logique, qui pourrait même permettre d'avoir une meilleure justice demain, il faut absorber tout ça, mais ça veut dire que nos grands, ben déjà, il faudrait qu'ils nous donnent confiance dans la réforme de la justice, plutôt que de dire, les magistrats, ils font chier, on n'a plus le droit de plaider, quoi. Il faut un peu accompagner un peu le mouvement, quoi. Les magistrats, ils ont plus envie de... C'est comme tout, si notre plaidoirie elle sert à quelque chose, ils sont contents. Oui. Si ça sert à rien et qu'on leur a filé des écritures de merde, ils sont pas contents. C'est humain. Enfin, on sera à leur place, on ferait pareil. Et c'est vrai que le système américain, alors on aime, on n'aime pas, mais ce côté collaboratif qui fait qu'on est des vrais auxiliaires de justice, alors en plus c'est moi qui dis ça, je trouve est extrêmement intéressant. Et on pourrait gagner en fluidité, on pourrait gagner en qualité. Je pense qu'on a intérêt, mais pareil avec les juristes d'entreprise, à être une grande profession du droit qui soit solide, qui soit solidaire, et où on tourne, y compris les profs, les uns les autres, parce qu'on peut améliorer cette qualité de manière certaine si on se comprend les uns les autres, parce qu'on a un même objectif sur le fond quand même, c'est d'améliorer par le droit le fonctionnement de notre société. Qu'on fasse du droit des affaires ou autre chose, on a quand même, je pense, si on choisit ce métier, une volonté qui est de se dire qu'on a entre les mains un outil magique. Alors, ce n'est pas aussi bien que les objecteurs de conscience, les curés, tout ce que vous voulez, les imams. Ce n'est pas aussi bien qu'un toubib qui sauve une vie. Alors après, il y a des vies qui font des choses un peu bizarres, donc si vous les avez sauvées, pas de chance. Et ce n'est pas un prof, mais ça, moi, j'ai une vue un peu idyllique du prof, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, et quelqu'un comme Del Volvé, moi je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'un cours avec Del Volvé, ça change votre vie. Super. On avait une dernière question, on va arriver à la fin de notre émission, on va quand même traiter la dernière question avant de vous quitter. C'est une remarque plus qu'une question de Diva, qui est juriste en droit social et qui nous fait part de son parcours assez diversifié dans le cadre professionnel, différentes expériences, parcours de Diva, avec des sentiers battus. Et sa remarque, c'est à la fin, c'est comment on concilie ça, des parcours qui sont intéressants, notamment en termes de soft skills, avec le côté parfois un peu élitiste du recrutement dans certaines structures. À quel point ces profils caméléons peuvent être acceptés ou vont être acceptés à l'avenir. Vous avez 30 secondes. Non, je peux. Ça a déjà été un peu répondu. Il faut être meilleur techniquement. La technique est non négociable. Et après, il faut étonner par le reste. Mais il faut déjà être au niveau des autres. Ces parcours-là, il faut les valoriser soi-même. Je pense que c'était Diva. Oui, Diva, c'est génial. Il faut être déjà convaincu soi-même que ce parcours est génial pour pouvoir le vendre. Il ne faut pas toujours attendre que l'autre accepte, que le marché soit ouvert, etc. Oui. Non, pas du tout. Vous avez certainement fait ce parcours, il y avait une raison. Et tout est important. Tout est positif. Tout apporte. Donc, il faut savoir le vendre. Mais je suis sûre que c'est facile. Mais soyez vous-même déjà convaincu que ce que vous avez fait est utile et sera utile, en plus, dans le milieu où vous allez aller. Et je pense qu'il y a de toute façon une ouverture parce qu'aujourd'hui, demain, on va raisonner en termes de compétences. Et plus du tout en termes de Master 2, etc. Ça viendra de toute façon parce que toutes les structures, et je ne parle pas que des cabinets d'avocats, traversent aussi une période de transformation totale. Donc, quand ils recrutent un élève avocat, un étudiant ou autre en stage ou en collaboration, ils ne cherchent plus celui qui faisait le droit comme avant et faire des recherches. Il existe des outils déjà pour faire des recherches aussi. Donc, ils cherchent le petit plus. Donc, ils vont raisonner. Et moi, je crois en ces parcours
très diversifiées, même des choses radicalement différentes. Hein. Je ne parle même pas de choses très proches. Après, comme en amour, il faut passer au bon moment. Et si ce n'est pas le bon moment, il ne faut pas hésiter à repasser. Si on y croit soi-même, si on trouve que c'est cohérent et que ça apportera quelque chose, eh ben, on peut le défendre. On vit une période de transition et même dans le recrutement. Donc, effectivement, oui, absolument. Mais là, en l'espace de 2-3 ans, ça a changé radicalement. Peut-être un peu moins sur le secteur juridique, peut-être un peu plus… Ah non, c'est un bouleversement total en ce moment. Mais il y a encore, je trouve, il y a encore une petite rétention sur le secteur juridique, notamment quand on va en entreprise. Peut-être moins dans les cabinets d'avocats, mais je trouve qu'en entreprise encore, il y a cette vision un peu fermée. Ouais, mais pour moi, le recrutement, et ça a toujours été, c'est d'abord un rapport humain. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, de se convaincre soi-même, convaincre les autres et valoriser grandement ce parcours-là et justifier ses choix aussi, c'est important. Mais la transformation, de toute façon, a lieu et elle va que accélérer au fur et à mesure. Donc, ces profils-là, comment on les appelle, moutons à 5 pattes, c'est ça? Moutons à 5 pattes, oui. Seront nécessairement recherchés. Après, ils ne vont pas forcément fitter avec tous les postes, mais en tout cas, ce sera forcément recherché. Il ne faut pas alors tirer un petit peu son épingle du jeu. Et puis, recrutement juridique, c'est un recrutement en forte tension. Là. Oui, bien sûr. Ils ont les pattes il y en a même qui sont à la retraite. Donc, moralité, les gens n'ont pas forcément tous conscience, mais on a tous quelque chose à vendre et il est important d'apprendre à se vendre. Pas forcément un produit, un service, mais vous, vos compétences, ce que vous allez apporter, c'est indispensable de l'apprendre. Il est là. Bah, bien sûr. Donc, si tu es nul, tu te regardes dans là, tu as le fonds de commerce devant toi. Si tu veux être bon, il faut que tu t'occupes de ton fonds de commerce. Donc, moralité, soyez bon en droit et soyez bon vendeur aussi. Et soyez bon en marketing, soyez bon en plein de choses. Voilà. Soyez bon tout court. Et pour ce vous cherchez leur Et donc, pour vous former, vous avez notamment ces CDU, ces écoles de formation des avocats et une plateforme du juriste de demain qui vont vous permettre d'acquérir ces compétences annexes. Merci à tous les trois. Malheureusement, on a déjà le temps passe très vite. On a déjà fini l'heure. Merci à tous les trois d'être venus. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Merci à vous tous derrière la caméra qui nous avez regardé aujourd'hui. Merci à Pierre-Michel et à Guillaume qui étaient à la technique, si je puis dire. Il n'y aura pas de pole position pour l'été. On prend des petites vacances. Donc retour en septembre avec potentiellement deux émissions en septembre avec la conduite du changement avec PwC qui est client et partenaire de la solution Legal Pilot et un épisode sur les legal operations avec Christophe Diver, avec Delphine Bordier et avec un représentant ou une représentante de Calam, de Legal Ops Company. Voilà, donc on vous donne rendez-vous en septembre et on vous souhaite de très belles vacances. Et merci encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup. À vous. Bonne journée. Au revoir.